Alors, comme j'avais laissé entendre, je suis en train d'abandonner le référentiel de l'ascendant en faveur du référentiel de Jupiter au Soleil. Il faut reconnaître que les deux configurations sont assez proches l'une de l'autre. En tout cas, que les configurations se croisent. Et donc, il y avait un risque d'erreur. Et en continuant mes recherches, mes recoupements, je me suis aperçu que je devais abandonner l'ascendant. Il y avait un certain nombre de coïncidences qui m'avaient paru frappantes, mais finalement, d'autres événements importants ne correspondaient pas à ce modèle, et par conséquent, je vais prendre mes distances par rapport à l'ascendant, qui est quand même une notion très particulière, très fragile finalement, et qui ne correspondait pas pleinement à ce qu'on pouvait attendre d'une astrologie antique, où la connaissance de l'heure de naissance était un phénomène quand même tout à fait spécial. Alors que pour la position du Soleil, on n'a pas besoin d'une précision à ce point, loin de là, puisque le Soleil ne change que tous les mois, et que, 2 ou 3 jours de différence, ça ne fait que quelques degrés de différence, ce qui n'hypothèque pas pleinement la prévision. Et puis, comme je le disais ce matin, mon thème natal me prédisposait, bien évidemment, à ce triptyque Soleil, Jupiter, étoile fixe. Alors, la théorie d'étoile fixe, j'ai déjà expliqué, elle est sous-jacente. On ne peut pas imaginer des transits qui ne se feraient pas sur l'étoile fixe. Parce que l'étoile fixe, elle est là, elle ne bouge pas. Alors que les autres positions planétaires, elles ne sont pas là en permanence. Donc, je reprends mon discours, qui est plus acceptable maintenant, qui est plus accessible, à savoir que on note le Soleil, la position du Soleil natal, le degré de natal, ou en tout cas le décan, comme on faisait autrefois. À 10 degrés près, bon, c'est un peu beaucoup, mais enfin c'est quand même pas si mal. De voir dans quel des 36 décans on a pu naître. Et c'est ce qui se pratique d'ailleurs dans l'astrologie des médias. Alors, vous savez, je ne suis pas né de la veille, et le genre de recherche que je mène comporte ses aléas, évidemment. Parce qu'il y a aussi la question d'interprétation. Selon le modèle qu'on utilise et que l'on confronte à un certain nombre d'événements, on va forcément être tenté de formuler son interprétation du modèle, son usage, son mode d'emploi du modèle, en rapport avec les événements qu'on veut étudier. Alors à ce propos, je dirais, pour terminer mon petit exposé, que en période de conjonction-opposition, qui n'est donc pas favorable spécialement, qui n'est pas une période d'attractivité, qui n'est pas une période d'attraction, l'opposition, alors que la période de quadrature est une période d'attraction. Eh bien, on va vers les autres, on est obligé d'aller vers les autres parce que les autres ne viennent pas à vous. Il faut se déplacer. Et quand on voyage beaucoup, ce n'est pas un très bon signe. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas à vous. Voilà. Et inversement, quand on est en phase de quadrature qui est une vague d'attraction, ce sont les autres qui viennent à vous, qui se déplacent. Hein, ce n'est pas vous qui allez les voir. Ça me paraît un critère fondamental. Pourquoi? Parce que se déplacer, bon, à la limite, on va vers les gens, c'est quelque chose qui dépend de nous. Mais faire se déplacer les autres, ça ne dépend pas de nous. C'est une attraction
une sorte de puissance d'attraction qui est tout à fait étonnante. C'est beaucoup plus étonnant de voir les gens venir vers vous que soi-même d'aller vers les autres, c'est une évidence.